Quand Guillaume Soro prend par un sorte de coup de force la tête de la rébellion, tous les pro-Ibrahim Koulibaly dans le nord ont été mis dans des tonneaux et laissés au soleil pour être rôtis. Et ça, c'est quelque chose qui est sourcé. Et vous avez connu quelqu'un qui a échappé à ça. C'est un acte de bravoure quand même. Tu as une bourse, tu avais la possibilité de fuir comme l'administration locale, les préfets, les sous-préfets, les forces de sécurité qui ont fui. Tu as décidé de rester. Ta vie pouvait être en danger, mais tu n'as plus le risque de rester. À Ferké, il y a eu 8 gendarmes au moins. 8 gendarmes. Au moins. Qui ont été exécutés. Exécutés. Voilà. Ils n'ont pas été tués à la guerre, ils ont été exécutés par les rebelles. Exécutés. Et de toute façon, quand vous lirez ce livre-là, ce sont des informations que je tiens des gendarmes, puisque j'ai sorti des gendarmes de la ville. J'ai pu exfiltrer des gendarmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Newpol. La chaîne qui bouleverse vos certitudes. Donc à l'occasion du Salon du Livre africain, nous recevons un médecin qui a écrit, qui a fait un livre témoignage sur la crise ivoirienne qui part du 19 septembre 2002 à octobre 2003. Donc c'est une période d'une année et quelques semaines. Donc, et à la faveur donc, du Salon du Livre africain, nous avons l'honneur de recevoir Dr Eo Chifolo Jérémy, donc qui a 2 livres à présenter au Salon du Livre. Et donc nous a fait la gentillesse et la politesse de venir nous rendre visite dans nos locaux. Donc, docteur, bonsoir. Bonsoir. Et c'est gentil d'être venu. Donc je disais qu'à la faveur du Salon du Livre, vous avez 2 livres à présenter que je présente. Il y a ce premier livre justement qui traite donc du vécu de médecins dans les urgences, qui raconte à travers quelques faits justement le quotidien des médecins. Un livre qui, pour ceux qui sont curieux de comprendre la vie des professionnels de la santé, et ça vaut le détour de s'en procurer. Et puis il y a le deuxième livre sur lequel nous allons nous arrêter, parce que c'est le livre qui rentre dans le cadre du projet que nous avons mené depuis plus de 15 mois sur la Côte d'Ivoire. C'est un livre témoignage, comme je l'ai dit. C'est ce livre-là, Médecins chez les rebelles, les Ivoiriens. C'est un très très beau texte, un texte que j'ai parcouru avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Comme je l'ai dit, c'est un livre témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a été présent dans un lieu. Et pas seulement, c'est aussi quelqu'un, parce qu'il a été présent, il dit. Parce que si vous avez été présent dans un lieu que vous n'avez pas dit, vous n'êtes pas un témoin. Donc il y a une double facette du témoignage. C'est à la fois la capacité d'avoir été présent, ou bien la chance d'avoir été présent, mais surtout le courage d'y dire. Et ce que le médecin dit ici demande du courage, parce que ça y va quelque part de sa vie, et je peux comprendre que le livre soit paru en 2011, en 2021, je pense, parce que s'il aurait dit plus tôt, peut-être au temps où peut-être M. Guillaume Soro était au pouvoir, en 2012, où il était tout puissant, peut-être que sa vie aurait été en danger. Et ce livre raconte des faits. C'est uniquement des faits. Il n'y a même pas de réflexion. Il raconte son vécu à travers un personnage intitulé Tom. Donc, Tom, et le médecin, il prend le temps de dire, et d'être honnête, il dit que tous les faits qui sont racontés dans ce livre sont vrais et réels. Donc, docteur, je pourrais vous poser une première question. Qu'est-ce qui a motivé ce texte-là? Je te remercie de me recevoir dans cet espace. J'ai noté que notre histoire, malheureusement, est souvent écrite par d'autres personnes. C'est vrai, je ne suis pas historien, je suis médecin, mais ayant accepté de vivre la crise dans la zone où je travaillais, parce que j'avais la possibilité d'être évacué, mais j'ai refusé. J'ai décidé que je resterais. Il me fallait à ma façon contribuer à la rédaction de notre histoire. Bien sûr, comme j'ai dit, je ne suis pas historien. C'est un témoignage basé sur des faits, même si je l'ai rendu sous la forme d'un roman. Et pour moi, il va servir comme une matière première pour des historiens professionnels, associés aussi avec d'autres témoignages. Alors, les Ivoiriens pourront écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire dans ce moment douloureux, dans ce moment qui restera un moment charnière très important pour nous. Oui. Voilà. Donc, je voulais dire ma part de vérité, ma part de vécu. Exactement. Une part de vérité que les historiens peuvent croiser avec d'autres parts de vérité pour obtenir justement ce qu'on appelle le travail d'histoire. Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que la rébellion commence le 19 septembre 2002. Exactement. Et tu étais donc en zone rebelle. Exactement. Comment ça se passe? Comment tu vis ces premières heures de la rébellion?
Ben, il faut dire que déjà, l'information, même quand je l'ai prise, je l'ai reçue avec un peu d'incrédulité. Je travaillais dans un hôpital confessionnel tenu par des missionnaires américains. J'avais travaillé tard la veille et puis j'ai eu un temps de repos. Donc j'ai dormi vraiment sans suivre les informations. Et à 6 heures du matin, je devais être à mon service pour faire ce qu'on appelle la visite aux malades. Donc j'ai commencé la visite aux malades comme tous les autres confrères qui étaient avec moi. Seulement, j'ai constaté que notre chef, notre médecin-chef, qui d'ordinaire arrivait plus tôt, n'était pas à cette visite-là. Mais bon, on a fait la visite. J'avais quasiment fini. Je m'apprêtais à retourner pour me préparer pour la consultation quand le chef est arrivé. Et c'est à ce moment qu'il nous a posé la question de savoir si nous étions informés de ce qui se passait à Abidjan. Tout le monde ne comprenait pas le sens de sa question. On est resté un peu là dans le doute. Et puis bon, c'est une dame, hein, elle a bien voulu éclairer notre lanterne. C'est à ce moment qu'elle nous a informé qu'il y avait eu des attaques sérieuses à Abidjan. La situation semblait pas être contrôlée. C'est à ce moment que chacun a pris son téléphone pour essayer de joindre un correspondant au niveau d'Abidjan. Et puis bon, voilà comment les choses sont passées, comme j'ai eu l'information. La suite, c'est que les attaques se sont transportées dans la zone nord où moi je travaillais. D'accord. Et progressivement, les villes ont commencé à tomber. Korogo, Bundiabi, Odili, et là, ainsi de suite. Et puis un jour, Poufiré. Poufiré, c'est le nom originel de Ferké. D'accord. Donc, Donc, effectivement, donc dans le texte de la ville de Ferké, ça. Poufiré, Exactement. qui est l'équivalent de la ville de Fekessodougou, qui est justement à quelques kilomètres de Burkina Faso. Et donc la ville de Fekessodougou tombe aux mains des rebelles. Voilà. Et là, il va falloir maintenant s'organiser. Voilà. Et là, ma première question, c'est, puisque la ville tombe aux mains des rebelles, comment s'organise l'administration locale dans un premier temps? Ben, la ville tombant aux mains des rebelles, l'administration a détalé. Tout à fait. Plus de police, plus de gendarmerie, le préfet, le sous-préfet, personne n'existe. Les administrations départementales calquées sur l'administration centrale. Tout le monde a disparu. Des services publics. Voilà. Et la particularité, c'est la célérité avec laquelle les personnels de santé ont fui les établissements sanitaires. Moi, je travaillais pour un établissement confessionnel. Des missionnaires américains. Voilà. Alors, et c'était l'hôpital de référence dans la zone. C'est ça. Donc, nous continuons correctement notre service. Mais quelque temps après, nos employeurs, les missionnaires américains, nous ont dit qu'ils allaient fermer l'hôpital parce qu'ils doivent être rapatriés aux États-Unis. Alors qu'à ce moment, vous pensez que la rébellion allait être éphémère, quoi. Moi, me basant sur ce qui s'était passé avec ce qu'on avait appelé, je crois, l'épisode de la Mercedes noire. Oui, le coup d'État manqué. Voilà. Et puis, il y avait un autre épisode aussi. J'avais une certaine assurance que les choses rentreraient dans l'ordre. Rapidement. Tout au plus 5 jours, une semaine. Donc, j'ai tenté de convaincre ma hiérarchie que non, ça passerait parce que de toute façon, on était déjà instruit de certaines expériences similaires, donc que ça passerait. Mais ils sont restés vraiment figés, intransigeants, et j'ai compris après que c'est quand même les Américains. Donc il y avait beaucoup d'informations que vous n'aviez pas. Voilà, donc leur chancellerie leur avait divulgué un certain nombre d'informations qu'ils n'avaient pas partagées avec nous, et informé donc de ce que nous ne savions pas. Leur départ était justifié. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une certaine mesure déjà de l'intensité de ce qu'allait être l'intensité de la crise. Et donc, ils ont décidé de partir. Et là, vous décidez de rester? Oui, moi, j'avais tout de suite flairé que si l'hôpital de référence qui reçoit de toutes les structures sanitaires, les centres de santé ruraux, l'hôpital général, vous voyez les hôpitaux départementaux, si cet hôpital de référence décide de fermer, alors la catastrophe sanitaire s'annonce pour les populations. Absolument.
sur cette base, je me suis dit, ben, en tant que fils natif de cette zone, Ah oui, d'accord. c'est aussi un peu mon rôle d'apporter une réponse. Ça, c'est une raison parmi tant d'autres. On va ouvrir une petite parenthèse parce que vous avez dit, tu dis que tu es fils natif de la zone. Donc, Oui. tu es du nord de la Côte d'Ivoire, Oui. donc de Poufiré. Donc Non, je ne suis pas de Poufiré, je suis de Bondiali, Bondiali, de par ok. mon père, mais de Napier, de par ma mère. Mais Bondiali, Ferké ou bien Poufiré, c'est 150 km. 150 km, Voilà. ok. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, vous décidez donc, tu décides donc d'organiser tout ça. Voilà. Vous ne pas laisser la catastrophe sanitaire Voilà. s'installer dans Voilà. dans la ville de Pofiré, donc de Kékéché-Dougou. Voilà. Oui, j'avais une bourse même pour aller faire mon diplôme de spécialité. J'ai dit, bon, on renonce à ça Ouais. en attendant. Mais pour le moment, la vérité, c'est qu'il y a des populations qui vont faire face à des problèmes de santé. Il faut que je puisse apporter une réponse. Mais, excuse-moi, je t'interromps parce que c'est un acte de bravoure quand même. Tu as une bourse, tu avais la possibilité de fuir comme l'administration locale, les préfets, les sous-préfets, les forces de sécurité qui ont fui. Tu as décidé de rester. Ta vie pouvait être en danger, Oui. mais tu n'as plus le risque de rester. Comment tu expliques que l'État de Côte d'Ivoire n'était pas décoré pour acte de bravoure? Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. En France, ça se fait pour des actes moindres que ça. Bon, en vérité, je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense particulière de l'État. C'était pas mon objectif. Je vous dis pourquoi je suis venu en médecine. Mon choix de faire des études de médecine a été inspiré par la guerre du Libéria que j'ai vue. Elle a D'accord. commencé précisément le 25 décembre 1989. D'accord. Et après, moi j'étais en terminale, mais après j'ai vu beaucoup d'atrocités. Quand j'ai vu ces atrocités, moi qui songeais à faire des études de lettres, parce que j'ai fait un bac D, Donc, bac D, c'est l'équivalent du bac S2 aujourd'hui. voilà. J'ai su que j'avais un potentiel aussi pour faire la médecine. J'avais des notes assez intéressantes. Et en réfléchissant sur les horreurs de la guerre du Libéria, les besoins de santé, des femmes en détresse, des enfants et tout cela, c'est comme ça que j'ai décidé que je ferais médecine. D'accord. Donc, quand je deviens médecin et que justement une crise éclate chez moi, pourquoi partir alors que j'ai l'occasion de répondre positivement à ce que j'appellerais mon sacerdoce, La vocation, ma vocation, oui. c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé que je resterais. Voilà. Et je sais que rester n'est pas sans risque. Je savais que rester n'était pas sans risque. Mais j'avais à être en harmonie avec ma conscience. C'est ça. Voilà, avec mon choix de faire médecine. Et je n'attends vraiment absolument rien de l'État. Si un jour il donne quelque chose, peut-être qu'on va le redistribuer à tous ceux qui ont pris le risque avec moi. Mais à titre personnel, Pas besoin de gloire. je n'ai pas besoin de cette gloire. Oui, c'est intéressant. Ton livre est très riche, avec beaucoup d'informations. J'ai noté quelques passages assez intéressants. Donc, quelque part dans ton livre, c'est dès le tout début, dès les premiers aides de la rébellion. Au début, les rebelles se faisaient nourrir par la population, puis à un moment donné, ils ont réquisitionné des femmes ménagères pour pouvoir se nourrir. Exactement. La question que j'allais poser, d'ailleurs, tu vas nous raconter comment ça s'est passé, et après, tu vas répondre à cette question. Est-ce que ces femmes ménagères que les rebelles avaient réquisitionnées pour cuisiner pour eux, est-ce qu'elles étaient payées? Alors, il faut savoir que le contexte de la rébellion dans la zone nord, il faut dire que sociologiquement, en tenant compte des intrigues politiciennes qu'il y avait eu au départ, il y a eu une adhésion des populations de la zone nord à la rébellion. Donc quand la crise a éclaté, les gens allaient volontairement leur donner à manger. Vous voyez, et les gens s'attendaient que ça traîne juste quelques jours. Malheureusement, ils se sont rendus compte que ça traînait dans la durée. À partir de ce moment, vous voyez, la volonté du début d'aider n'était plus la même. Les gens ont commencé à s'essouffler. Exactement. Eux-mêmes ont commencé à s'organiser.
Et en s'organisant, ils ont recruté des dames qui ont commencé à préparer pour eux. Voilà comment les choses sont passées. Alors qu'au début, ce sont les femmes qui apportaient Voilà, volontairement de la nourriture voilà. aux rebelles. Voilà. Et puis à un moment donné, quand l'euphorie est passée, ils ont même pris maintenant, ils se sont attachés des services de ces femmes. Moi, ma question, elle est très simple. Voilà. Est-ce que ces femmes étaient payées? Pas des salaires en tant que tels, mais il est clair que dans tout ce qu'on apporte comme ingrédients pour faire un repas et tout, elles avaient la possibilité de se tirer. La rébellion, elle a été sociologiquement acceptée au Nord, en tenant compte des intrigues politiciennes qu'il y avait et tout. Ouais. Donc, les populations du Nord se sont reconnues dans la rébellion. Donc, quand elle a éclaté, il y a un enthousiasme Tout à fait. venant de la part des populations. Exactement. Donc, du coup, les gens étaient volontaires, les familles étaient volontaires pour leur donner à manger. C'est ça. Donc, et ça rivalisait d'ailleurs. Les gens préparaient qui pouvait faire le meilleur mets pour aller leur remettre. Absolument. Et quand ça durait dans le temps, l'enthousiasme des gens a commencé à s'épuiser. C'est ça. Du coup, eux-mêmes ont songé à recruter des dames pour faire la cuisine pour eux. C'est ça. Et bien sûr, comme ils avaient assez d'argent, les recrutaient pour faire les achats et tout. Et donc, ces dames-là, elles partent au marché, elles font des achats, elles ont de grosses sommes sur elles. Bon, il n'est pas interdit qu'elles fassent des retenues là-dessus. Ouais. Mais Elles n'étaient pas payées. mais il n'y avait pas, à ce que je sache, un salaire officiel. Et ça, je le sais, d'autant que ma propre mère a été recrutée plus ou moins contre son avis. Et elle a participé à ce type de cuisine-là. Voilà. Elle a été recrutée parce que mon petit frère même, qui avait eu un souci avec eux et qui était menacé, voilà. Donc elle a accepté de travailler un peu pour le protéger. Elle n'a jamais reçu de salaire. Voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, on peut voir quelque part, ta mère a été forcée de travailler pour les rebelles. Oui. Parce qu'il fallait en échange protéger le jeune frère qui a eu un contentieux ou un passif avec les rebelles. Tout à fait. De toute façon, j'en dis un mot dans le livre. Ouais. J'en dis un mot dans le livre. Il serait bien de voir dans quelles circonstances elle a été recrutée. D'accord. Voilà. Et maintenant, une fois que c'est fait, il y a une nouvelle ordre qui va s'installer. Oui. Et comment les rebelles vont s'organiser justement à partir de là, à partir du moment où toute l'administration, il n'y a plus de services publics, comment ça va se passer? Ben, il n'y a plus de services publics. Alors, ils se sont organisés d'une certaine façon au niveau administratif. Ils se sont organisés. Alors, il faut comprendre que déjà, celui qui a pris la ville de Ferké en était le grand patron. Il s'appelle celui Barbu. Barbu, je crois qu'il s'appelle Kone Moussa, comme il me l'a dit lui-même. Kone Moussa, ok. Voilà. Mais le jour qu'il a pris la ville, il est arrivé avec une grande barbe. D'accord. Voilà. Et comme personne ne le connaissait, tout le monde le désignait par cette barbe. C'est comme ça que son nom le plus répandu a été Barbu. Voilà. Donc Barbu a occupé le bureau du préfet. D'accord. Départemental. Et c'était son QG en même temps. Donc. Les casernes de la gendarmerie, le commissariat de police, le cantonnement des eaux et forêts, le cantonnement des douanes ivoiriennes, tous ces espaces-là ont été occupés par ces éléments. Et pour sortir de la ville, c'était devenu problématique parce que les taxis-villes qui circulaient déjà avaient été bannis. C'est ça. Il n'y avait que les taxis-brousses qui passaient. Voilà. Mais pour que ces taxis-brousses circulent, il fallait payer une certaine taxe. Vous voyez, du coup, le transport pour quiconque voulait sortir de la ville grimpait. Vous voyez. Ouais. Et en ville, les taxis-villes supprimés, c'est comme ça que la moto-taxi est apparue dans la ville de Poufiré. Sinon, dans la ville de Poufiré, il y avait des taxis rouges, comme on en trouvait à Korogo. Mais à Korogo, à Boaké, à Poufiré, les taxis ont été arrêtés. Et donc, c'est comme ça que les motos ont pris le relais, puisque l'activité économique était comme paralysée aussi. Vous comprenez? Et donc, du coup,
les pères de famille ont trouvé ce moyen-là pour se faire un peu d'argent. D'accord. Vous voyez. Et donc, ces taxes prélevées par les rebelles, Oui. où est-ce que ça allait? Ça allait dans la caisse de l'État ivoirien? Non, c'est une question stupide, mais c'est important que je la pose parce que j'ai une autre question derrière. Non, je crois que les rebelles, ils avaient leur propre caisse. Ils avaient leur propre caisse. Je ne peux pas dire comment ils géraient, mais je sais que, en tenant compte des individus que j'ai reçus souvent à l'hôpital, il y avait un DAF. C'est ça. Ils avaient nommé un DAF et qui recueillait l'argent. Bon, je ne sais vraiment pas comment ils l'utilisaient. D'accord. Mais je sais quand même que, en restant dans le domaine de l'hôpital, ils avaient fait comme une forme d'assurance maladie pour leurs soldats. D'accord. Pour leurs soldats. Oui, leurs soldats. Pas pour la population. Non, pas vraiment pour la population, mais pour leurs soldats. D'accord. Quand un soldat était blessé, il venait à l'hôpital et il payait les factures. Donc les soldats étaient comme assurés. Bon, il m'est revenu que le chef rebelle pouvait de bon cœur décider d'aider des individus dans la ville. Voilà. Les faire bénéficier de cette forme d'assurance-là. Mais ce n'était pas étendu à tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc, c'était de Donc- sa prérogative, quoi. donc, si je comprends bien, ma question maintenant, elle n'est pas tout à fait honnête parce qu'elle est orientée. Je préfère le dire. Donc, il y avait donc des raquettes. Les populations ne payaient plus d'impôts parce qu'il n'y a plus de services publics. En revanche, les populations étaient raquettées par les rebelles. Et cet argent allait dans les caisses des rebelles, si je comprends très bien. Mais est-ce que cet argent qui allait dans les caisses des rebelles ont servi, de votre point de vue, à entretenir les services publics, c'est-à-dire les routes, tout ça? Est-ce que ça a servi à ça? Je n'ai pas le souvenir que cela ait été fait. Non. Ce que j'ai plutôt vu, c'est que les chefs rebelles sont plutôt enrichis. Ils sont plus enrichis. Voilà. Mais dans Pouchiré, je n'ai pas le souvenir que cet argent ait servi à vraiment régler une situation qui ait pu bénéficier à l'ensemble des populations. D'accord. Parce que là, je posais la question. Face à l'impunité, la justice. Pour les Ivoiriens, pour les Français et pour tous ceux et celles qui ont vécu en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011 et ont été victimes du complot contre Gbagbo et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a été marquée par des violences qui ont laissé des blessures profondes. Des crimes graves restent impunis. L'impunité nourrit la violence. Pour construire un avenir de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, la justice doit être rendue. Face à l'échec de la Cour pénale internationale, CPI, qui n'a pas pris en compte les acteurs étrangers qui ont participé du malheur des Ivoiriens, des Français et autres, nous demandons la création d'un tribunal pénal international. Ce TPI vise à apporter une véritable réponse juridique à tous les crimes commis en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, peu importe la nationalité de leurs auteurs. Pour la justice, la vérité, les réparations et pour une réconciliation vraie des Ivoiriens, signons la pétition, elle est totalement gratuite. Votre signature est une voie pour la justice. Agissez maintenant. Parce qu'elle était orientée. J'ai été honnête de le dire. Parce que quelque part, dans votre livre, à la page 171, vous dites, je vais vous lire, vous allez nous commenter, vous avez dit, Barbu, arrivé comme un idéologue austère, rigoureux et incorruptible, à Poufiré, avait fini par succomber au charme de la belle vie. Il se bâtit une impressionnante fortune grâce à l'administration autocentrée qu'il forgea. Les sources de revenus étaient multiples que variées. Donc, quelles étaient les sources de revenus de ce barbu, donc de Kone Moussa? Oui. Donc, les raquettes. Il y avait ce racket-là, mais disons, c'est essentiellement du racket. Parce que Essentiellement du déjà, tout transporteur qui bouge de la ville doit payer quelque chose. Si vous êtes commerçant au marché, il y a des taxes. Hein. Il y avait dans la zone l'industrie, l'usine sucrière. Ok, le sucre était fabriqué au nord et transporté sur Abidjan. Il m'est revenu que sur chaque camion qui transportait du sucre à partir de Ferké jusqu'à Abidjan, il y avait une certaine somme qu'il prenait. D'aucuns parlaient de 100 000 francs, peut-être même plus. Voilà, je n'ai pas pu vérifier, mais c'est ce qui m'est revenu. Ouais? Donc, il y avait au moins un minimum de 100 000 francs. D'accord. Vous voyez. Et donc, c'était beaucoup de sources de revenus quand même. C'est de l'argent important. Important, Voilà. Ouais. Et donc, nous sommes toujours, parce que... Et au-delà même, quand vous êtes un particulier, moi, à titre personnel, j'avais un véhicule qui me permettait de sortir. Quand je dois sortir de la ville, il me faut un laissez-passer. Et le laissez-passer est payant. Donc, quiconque avait un véhicule personnel et qui
entendait l'utiliser, il devait avoir un laissez-passer pour sortir. Donc, vous voyez, en dehors de ceux qui faisaient du commerce, les particuliers aussi devaient payer cette forme de taxe-là pour eux. Et le problème, c'est que vous n'avez pas une durée fixe. On peut vous dire que, bon, vous payez peut-être 15 000 francs CFA pour un an, et puis au bout de 3 mois, on vous dit, non, il faut que vous renouveliez, n'est-ce pas, vos taxes. Vous voyez, donc... Ouais. voilà. Et donc, les rebelles s'installent. Je vais encore lire un autre passage de votre livre, de ton livre, parce que tu es absolument passionnant. Nous sommes à la page 65. Tu écris la traque des gendarmes était féroce. Autrement dit, quand les rebelles s'installent, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont traquer les gendarmes, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Exactement. Et comment ça se passe exactement? Bon, il faut dire que parmi les forces de sécurité et de défense, il y a vraiment cette composante qu'on appelle la gendarmerie, qui avait la réputation d'être dure au combat. Et je pense que les premiers échecs qu'ils ont eus étaient du fait des gendarmes, de la résistance des gendarmes. Et donc, quand ils ont pu mettre Porphyrin en couple réglé, leur grande peur, c'était une riposte de la gendarmerie. Donc, du coup, ils voulaient s'assurer qu'il n'existe plus de gendarmes dans la zone. Donc l'idée selon laquelle les gendarmes ont été exécutés par la rébellion, est-ce que vous pouvez confirmer? Il faut dire que je suis à Ferké. Oui. À Ferké, pour ce que j'ai eu comme information, avec les différents témoignages recoupés, à Ferké, il y a eu 8 gendarmes au moins. 8 gendarmes. Au moins. Qui ont été exécutés. Exécutés. Voilà. Ils n'ont pas été tués à la guerre, ils ont été exécutés par les rebelles. Exécutés. Et de toute façon, quand vous lirez ce livre-là, ce sont des informations que je tiens des gendarmes, puisque j'ai sorti des gendarmes de la ville. J'ai pu exfiltrer des gendarmes. Ah oui. Donc, c'est un témoignage, c'est une information que je tiens de ces gendarmes-là. D'accord. Donc, les exécutions de Ferké sont différentes de ce qui s'est passé à Bouaké. Parce que ce qui s'est passé à Bouaké, c'est 90 gendarmes. Voilà, c'est l'information la plus répandue. C'est ça. Mais à aussi, Ferké, il y a eu au moins, au moins 8 gendarmes qui ont été exécutés. Et puisque tu parlais tu as pu aider quelques gendarmes à fuir, donc tu as participé à l'exfiltration des gendarmes. Moi, je lis toujours dans ton texte un très beau passage. Tu écris les quelques chanceux qui étaient conduits à l'hôpital par des bourreaux généreux y arrivaient esquintés avec en plus le visage totalement refait. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, il y avait vraiment une chasse aux gendarmes. Il y avait une chasse aux FDS. Des forces en de général. défense et de sécurité. Voilà. Police, douane, eaux et forêts, gendarmes, militaires. Mais particulièrement une chasse féroce, coriace contre les gendarmes. Et donc, Ok? Donc quand on prenait un gendarme, ben, il lui était réservé un traitement particulier. Bien particulier, sûr. ça veut dire quoi? Ben oui. Il était maltraité. Maltraité. Il était maltraité. Torturé. Torturé. C'était un véritable supplice. Et je crois que c'est dans ces conditions que certains sont partis. Ok? Mais il se trouvait parfois des gentils bourreaux, gentils en griffe, voilà, ça, pour dire, ben, écoutez, non, amenons-le à l'hôpital. Mais le temps qu'il arrive à l'hôpital, vous voyez, il a tout un portrait refait de la mauvaise façon. De la mauvaise façon, oui. Voilà. C'est incroyable. Alors, un autre truc intéressant dans ton livre, je vais encore lire, c'est dans une autre page, c'est la page 57, un très très beau passage aussi que j'ai beaucoup aimé, je le lis pour que tu puisses commenter. Tu mets une horde de combattants vêtus de treillis crasseux et affublés de gris malodorants et infectés, armés de Kalachnikov, portait un homme ensanglanté au pied droit et saignait abondamment. Oui. Oui, je vois qui c'est. C'est le premier blessé que j'ai reçu. C'est ça, exactement. C'est le premier ce que j'ai vu blessé. dans le livre. Il était avec les rebelles et ils avaient défait déjà la gendarmerie, mais il y avait un véhicule qu'ils guettaient. Malheureusement, il n'était pas le seul à le guetter. Donc, il voulait aller mettre la main sur ce véhicule-là. Et donc, quand il allait, il y avait quelqu'un embusqué parmi les rebelles qui ne l'a pas reconnu, qui voulait le véhicule. Donc,
Il a tiré une balle. Malheureusement, il a pris sa balle au pied. au pied. Et après, il s'est rendu compte que il jouait dans le même camp. Donc, à ce moment, il a alerté les autres. Ils sont venus, ils l'ont récupéré et ils me l'ont envoyé à l'hôpital. Voilà, nous l'avons reçu. Je n'étais pas seul à ce moment, j'étais avec mon ancien, celui-même qui m'a formé à la chirurgie. Voilà, j'étais avec lui. Mais ce jour-là, on faisait 2 blocs opératoires. J'étais dans un bloc, lui, il était dans l'autre. Et donc, on l'a accueilli, puis bon, on s'en est occupé. Voilà. Voilà un peu son histoire. D'accord. Et ces gens-là, ces soldats que vous avez, tous les gens que tu connaissais avec toi, comment vous parvenez à exfiltrer ces forces de défense et de sécurité de ces zones de rebelles qui en voulaient à mort, je peux le dire comme ça. Comment tu as pu participer de l'exfiltration de ces gendarmes-là et de ces forces de sécurité, de défense et de sécurité? Il s'agissait de stratégies différentes parce que les situations étaient quand même, il faut dire, au cas par cas. Voilà. Je sais par exemple qu'il y a un gendarme que je suivais qui était diabétique et qui aurait bien voulu rallier la cause, mais compte tenu de son état de santé, il n'a pas voulu rallier la cause de la rébellion. Okay. Mais qui m'a envoyé des émissaires pour me présenter sa situation de malade. Et donc, il me fallait trouver une astuce pour aller le suivre à la maison. Donc, je prenais un VTT comme si je faisais du sport et j'avais tout mon arsenal dans mon sac. Et j'allais le voir, je faisais les prélèvements qu'il fallait, ainsi de suite. Et puis bon, je venais au laboratoire, je faisais les tests. Puis bon, je faisais ses prescriptions et dans le même scénario, j'allais lui remettre ses médicaments. Mais à un moment, son diabète a commencé à se compliquer. On n'était plus certain de le réussir. De réussir à le stabiliser dans ces conditions-là. Il ne pouvait pas rester dans la clandestinité comme ça. Donc à ce moment, en tenant compte des jeux d'alliance, il y avait le chef rebelle de Cinéma Tchali, qui est du groupe ethnique Koyaka. Entre les Koyaka et les Senufo, il n'y a vraiment pas de refus. Voilà. Donc je l'ai approché calmement et je lui ai dit, écoute frère, on a un des nôtres, bien sûr. Comme j'ai l'avantage d'être de la zone, j'ai donné l'impression d'épouser la cause. C'est ça. J'ai dit, bon, on a un des nôtres, un gendarme, qui est très malade, qui aurait pu vous rejoindre, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Alors, je pense qu'on peut l'envoyer au sud. Pas laisser soigner. Ouais. S'il va au sud, comme il partage notre cause, il va faire de l'espionnage pour nous. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai eu cette idée-là. Et avant d'en parler aux gendarmes, j'ai réfléchi et j'ai fait la proposition aux gendarmes. Il était hésitant. Je lui ai dit, mais si on reste là, tu vas mourir. Ouais. Et puis c'était risqué. Je peux comprendre pour qu'il Et donc, je suis allé, finalement, j'ai convaincu ce chef rebelle-là qu'il a pris dans son véhicule et qu'il a déposé à l'entrée du Mali. Et le gendarme, le lendemain arrivé à Bamako, il a pris son avion. Pour Abidjan. Voilà. Ça, c'est un premier cas. Premier cas, ouais. Il y a eu d'autres cas où on a fait un travail d'équipe. D'accord. C'est-à-dire qu'avec des amis, trouvé des motos, ils se sont masqués. Vous savez que ce sont souvent aussi des as du camouflage, les gendarmes. Puis bon, on a fait ce camouflage-là, et puis bon, on les a conduits. Un a pu traverser. Malheureusement, un s'est fait prendre à Bouaké. Et ça a été un terrible combat. Mais finalement, après beaucoup de négociations, parce que moi-même j'ai servi à Bouaké, on a pu avoir, on a pu le faire traverser. Vous voyez. Donc il y a des situations comme ça. Il y a un autre par exemple, que j'ai fait passer pour un malade mental. Ah ouais. Oui, avec un rapport médical écrit, le présentant comme un malade mental que je n'arrive pas à contrôler, puisque je ne suis pas psychiatre. Et j'ai mis un infirmier avec lui. Il est parti. Il a pu traverser avec des médicaments. Enfin, ce n'est même pas des médicaments. Ce sont des solutions vides là, de l'eau distillée, avec des seringues. Et j'ai fait croire que c'était un malade mental, avec un rapport bien rédigé.
Et l'infirmier a décidé quand même de l'accompagner. Ce dernier a traversé. Voilà. Donc c'est un peu comme ça les stratégies. D'accord. Mais il y a eu beaucoup de risques, quoi. Absolument. En sachant que quand vous parlez, ils sont là. Chez vous, dans votre cachette, et à tout moment, une fouille peut arriver. Vous voyez. Ah oui, oui. Aïe. Moi, j'ai par exemple connu une perquisition violente une fois. J'en parle dans le livre. Toi-même, tu as connu une perquisition Violente. de la part des rebelles. Oui. Violente. Oui, Pour oui. quelle raison? Ben, j'ai des collègues qui avaient pu, comme j'ai dit, le personnel du service public était parti. Donc j'ai des confrères médecins, pharmaciens qui avaient laissé des véhicules et qui sont repartis vers la zone sud, en zone plus protégée. Et donc, ils sont venus, ils voulaient ces véhicules-là. D'accord. Et quand ils sont arrivés, moi, je n'étais pas sur place, mais j'avais mes petits frères là. Ils ont exigé d'avoir les clés des véhicules. Les enfants disent, ah, c'est le grand frère qui les garde, on ne sait pas où il les a mis. Donc, ils ont fait une perquisition. Et mon petit frère qui résistait a été copieusement battu. Ah oui. Et une fracture, enfin, pas une fracture, mais le scalp a été largement déchiré. Voilà. Donc, voilà un peu ça, comment ça s'est passé. Et là, c'était chez toi. Et Oui. tu as le privilège d'être médecin. Et qu'est-ce que tu avais comme de retour de population autour de toi par rapport à ces gens de descente musculaire? Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est forcément porté. Bon, quel est l'intérêt pour moi de leur porter ça aux populations? Hein, j'ai géré. Mais quand vous suivez la fin, vous verrez que eux-mêmes, après, il y a eu des regrets. Et oui, oui, il y a eu des regrets dans cette attitude-là. Et certains parmi eux sont revenus vers moi, plus ou moins pour présenter des excuses. Puis bon, moi j'ai passé l'éponge. Pourquoi? Non, parce que à mon contact, vous savez, quand vous êtes dans ce type de milieu, il y a souvent des ragots. Il y a souvent des ragots qui se racontent. Voilà. Il y a eu beaucoup de ragots, souvent. Il y a eu beaucoup de ragots. Ouais, le téléphone arabe, comme on dit. Voilà, voilà. Et donc, bien sûr, quand ils viennent comme ça, ils ont des... Comment on va dire ça? Ils ont des idées arrêtées. Mais quand ils vous pratiquent, ils découvrent que vous avez une autre facette qu'on leur avait bien cachée. Vous voyez, ils vous prennent en amitié et puis ils commencent à se confesser. D'accord. Et ça a été vraiment le cas C'est ça. sur ce coup-là. D'accord. Ah, voilà. Donc, on va essayer de présenter les rebelles. Beaucoup de rumeurs d'un cours au sujet des rebelles. Moi, j'en ai lu beaucoup aussi. On dit, pour la plupart, c'était des analphabètes. Oui. Et ils étaient composés d'une poignée de soldats déserteurs de l'armée de Côte d'Ivoire et de Dozo, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement comment on prononce ça en français ivoirien, mais ce sont des gens de soldats traditionnels et qu'il y a beaucoup d'entre eux ne parlaient pas français. Est-ce que ce portrait de la rébellion coïncide avec la réalité que tu as vécue au niveau de Poufiré? Il est conforme. Il est conforme. C'est clair que, comme je dis, il y avait des problèmes politiques. Il y a eu des déserteurs dans l'armée qui se sont retrouvés de l'autre côté et qui ont formé la rébellion. Bien sûr, ils n'étaient pas en quantité suffisante, peut-être pour effrayer l'armée ivoirienne, mais du coup, il leur fallait recruter. Et donc, quand ils sont arrivés, ils avaient aussi des complices sur le terrain déjà. Donc, je pense peut-être qu'ils avaient déjà commencé le recrutement. Sur le terrain, ils avaient déjà des attaches. Voilà. Et donc, quand ils ont lancé l'attaque, bien sûr, ils étaient renforcés par d'autres mercenaires. Sur le terrain, pour les besoins du service, ils ont recruté. Et ils ont recruté parmi les enfants, puisque l'école s'est arrêtée. Ok, donc, docteur, tu racontes que sous tes yeux, tu as vu des enfants qui ont été recrutés par les rebelles. Oui, quand les rebelles arrivaient, ils les recrutaient pour renforcer leur capacité opérationnelle. Donc, ils avaient même un centre de formation. Et comme l'école était arrêtée, tout le monde était désœuvré, être soldat était devenu une source de gains, mais aussi de gains en honneur. Vous voyez. Donc, beaucoup d'enfants, des élèves, des écoliers, enfin des élèves, se sont fait enrôler. Donc, le phénomène des enfants soldats, je l'ai connu parce que je l'ai vu. Je l'ai connu parce que je l'ai subi aussi. Et je le vois dans le livre.
Parce que c'est intéressant, je posais la question parce que moi j'ai lu beaucoup de rapports internationaux au sujet de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les seuls moments où ces rapports parlent d'enfants soldats, c'est quand Alassane Ouattara, après le renversement de Laurent Gbagbo en 2010, prend l'ordonnance presque illégale d'ailleurs de créer le FRC. C'est là qu'on commence à parler pour la première fois dans les rapports internationaux d'enfants soldats. Alors que là, on est dans la période entre 19 septembre 2002 et octobre 2003 et déjà les rebelles recrutaient des enfants soldats. Là, tu confirmes? Bon, moi, je parle de ce que j'ai vu. D'accord. Voilà. Donc, je confirme que j'en ai vu. Oui. Et en tant que médecin, je peux au moins déterminer un âge physiologique, même si je n'ai pas un extrait de naissance. D'accord. Ça devient intéressant parce qu'il y a encore une autre question au sujet de ton texte. C'est l'image, la couverture du texte. J'ai cru comprendre que cette couverture-là, elle était la reproduction d'une scène que tu as vécue ou qui s'est passée sous tes yeux. Oui, j'ai vécu plusieurs scènes comme ça. Mais celle-ci, vous voyez là, on est devant des urgences. Alors, ce jour-là, c'était un jour où j'avais travaillé durement au bloc opératoire et j'avais fait une forte poussée de fièvre. Bon, et quand c'est comme ça, quand je perds mes moyens, puisque j'étais le seul médecin, ça a un retentissement sur le reste de l'équipe. Donc, pour ne pas alarmer le reste de l'équipe, discrètement, je suis sorti et je suis allé chez moi à la maison et j'ai appelé un infirmier qui est venu, qui m'a fait des injections à domicile. Et je prenais un peu de repos. Quand mon téléphone de chambre a sonné, alors l'équipe de garde était en toute panique. Parce que des soldats de la rébellion remontant de Katiola pour Poufiré avaient fait un accident grave sur la route. Sur le champ, il y avait eu 2 morts. Donc le reste, c'était beaucoup de blessés. Ils ont réussi à arriver aux urgences. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait que des dames, des infirmières de garde. Et donc, ils ont commencé à les menacer parce qu'ils voulaient tout de suite des soins pour leurs blessés. Et ils ne sont pas allés avec le bon discours. Puisqu'ils disaient que s'il y avait encore des morts, ils allaient, comme dit, rafaler, pour reprendre leur mot, tout l'hôpital. Donc, elles sont rentrées en panique. Il y a une qui a réussi à décrocher le combiné, à composer mon numéro. Et de là, j'ai entendu comment c'était un peu chaud sur le terrain. Et puis bon, j'étais même sous perfusion. J'ai retiré ma perfusion. Et puis, je suis revenu. Et quand je suis arrivé, je les ai trouvés. J'ai réussi à les calmer et à faire les soins. Alors, je conseille que les gens lisent parce que la suite fait beaucoup rire aussi. D'accord. Voilà. Ok. Mais ce n'est pas la seule histoire. C'est ça, il y a beaucoup de... parce que quelque part aussi, vers la page 147, tu racontes des incidents multiples avec quelques rebelles. Deux ou trois... tu peux nous raconter deux incidents comme ça avec les rebelles? Il y a cet incident où j'étais en plein bloc opératoire. Je faisais une césarienne. La césarienne, pour ceux qui ont fait le bloc opératoire, c'est l'une des interventions qui saigne beaucoup. Malheureusement, ils étaient aussi dans le même contexte que cette histoire précédente-là, des gens qui avaient fait un accident. Et ils avaient des blessés graves. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas voulu se faire recevoir par l'équipe des urgences. Ils ont demandé à voir le médecin. On leur a dit qu'il est au bloc opératoire. Ils ont grillé la politesse à tout le monde. Et ils sont rentrés dans le bloc opératoire. Je ne sais pas, vous imaginez la panique qu'il y a dans l'équipe. Moi, j'avais donné dos, heureusement. Donc, j'ai su tout de suite sur le regard de mes collaborateurs qu'il y avait une situation. Donc, je me retourne, je regarde, je vois un solide gaillard avec une calage très menaçant là. Bon. J'ai réussi à garder mon calme. J'ai sorti mes mains gantées du champ opératoire. Et quand il a vu ses mains gantées tout ensanglantées, ça lui a créé un état vertigineux. Il est tombé de toute sa hauteur. La calache qui roule au sol. Heureusement qu'il y avait le camp de sécurité. Donc, il n'y a pas eu de rafale, mais je ne sais pas si tu imagines le drame que ça aurait pu faire. Voilà. Donc, il y a eu ce type de situation. Il y a eu une autre situation, par exemple, où ils sont allés attaquer à Bondoukou. Le front de Bondoukou a été très sérieux, apparemment. Et donc, il y a eu vraiment des affaires. Bondoukou, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est à l'est. Exactement. Nord-est. Exactement. Et donc, ils sont revenus. Ceux qui ont pu échapper sont revenus. Il y avait
de gros blessés là-dedans. C'était une nuit. Et donc, j'ai travaillé sur tous ces blessés. Et il y a un malheureusement qui avait une blessure du coude. Grosse ouverture du coude. Et moi, quand j'analysais, je me disais qu'il était préférable de l'amputer. Mais on n'ampute pas comme ça. Il faut avoir l'autorisation, une décharge du patient et tout et tout. Mais j'ai fait le parage la nuit et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que il n'y ait pas de complications à type de surinfection, de septicémie et tout et tout. Et puis bon, plus calmement, j'ai évoqué la situation de l'amputation. Oh là là, c'est une erreur que je ne vais pas faire. Barbu m'a volé dans les ailes. Ah oui. Oh oui, il m'a volé dans les ailes. Qu'est-ce que ça veut dire, voler dans les ailes? Ben, il m'a crié dessus comme... Hein? Il m'a dit que c'était l'un de ses soldats d'élite et qu'il n'accepterait pas que je l'ampute. Je joue contre eux, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, il m'a vraiment proféré des menaces. D'accord. Et puis bon, j'ai continué les soins. Finalement, il est venu, il a soustrait le malade. Il est parti avec lui ailleurs. Et quelque temps après, j'étais reparti pour prendre mon laissez-passer, pour renouveler mon laissez-passer. Et j'ai retrouvé ce soldat-là qui avait réussi à garder son coude, mais avec un gros cal. Et puis bon, quand j'ai fini, que je devais repartir, Barbu avec toute sa cour m'a rappelé. Tu te rappelles de ce monsieur? J'ai dit oui, bon, il me l'a décrit. Et la scène m'est revenue. Puis bon, mais le voici. Et toi qui voulais couper sa main. Le médecin ne coupe pas la main comme ça. Hein? C'est un choix difficile pour un médecin d'amputer une main. Mais quand il décide d'amputer, il considère qu'il y a la fonctionnalité qui est en jeu, mais il y a aussi la vie qui est en jeu. Donc à ce moment-là, il privilégie la vie sur la fonctionnalité. Et moi, j'ai été humilié devant tout le monde comme ça. Ce sont des incidents que j'ai vécus. Mais bon, ben voilà, on est là. Voilà. Et c'est très intéressant parce que ce Barbu dont tu parles, en fait, c'était lui la loi, en vrai. Absolument. Il était la loi. Absolument. Et donc, il s'est fait beaucoup d'argent. Absolument. Mais vers la fin de ton livre, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il faut qu'on permette à nos lecteurs de le lire. Tu parles de sa chute. Oui. Barbu, je vais quand même évoquer sa chute. Il a connu une fin un peu... C'est Moussa Koné. Hein. Oui, oui, il a connu une fin triste. D'abord, il a eu un projet pharaonique en griffe parce que son projet, c'était d'aller prendre le port de San Pedro. Ah ouais. Oui. Et donc, pour ça, il a réuni tous les féticheurs de la zone qui lui ont dit les paroles qu'il voulait entendre, qu'il allait prendre San Pedro. Alors, oui. San Pedro, on va essayer. Excuse-moi, mais parce que moi j'essaie de visualiser. Donc San Pedro est fait qu'est-ce du goût? C'est à peu près. C'est plus de 1000 km, c'est dans le sud-ouest. Donc pratiquement à l'extrême opposé de faire qu'est-ce du goût. Exactement. Et lui, il avait l'intention d'aller prendre la ville de San Pedro de l'autre côté. Ouais, parce qu'il y a c'est une ville portuaire. D'accord. Donc il voulait avoir le contrôle du port et s'est fait beaucoup d'argent. Donc il a fait venir des renforts des pays voisins. Du Burkina Faso, du Mali. Bon, il a recruté. Il a recruté, ouais. Et il est parti avec tout son personnel. Ils sont sortis triomphalement de la ville. Et il a ainsi dégarni ses arrières. Malheureusement, il y a quelqu'un, un autre barbu à Korogo, qui a envoyé un de ses lieutenants pour occuper l'espace. Pendant qu'il était parti. Voilà. Et il semble que Barbu n'est pas allé au-delà des Genoula. Il n'est même pas arrivé à Genoula. Genoula. Genoula, c'est un peu dans le centre, mais il a fait face à une opposition farouche des forces de défense, des forces loyalistes. Le fort de Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, sa troupe a été décimée. Et Barbu est revenu avec sa garde rapprochée, espérant reprendre tout pouvoir à Poufiré. Malheureusement, le lieutenant de l'autre Barbu était déjà là. Et il avait tout pouvoir sur la zone. Donc celui qui est venu, le Barbu de Korogo, c'était Kofi Fofié. Exactement. Ouais. Celui-là même qui a transféré Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, Barbu, sa déchéance a commencé là. Il se promenait dans la ville comme une âme en peine. Et tous les griots qui changeaient, qui le louangeaient et tout ça, il n'avait plus personne. Et les parents réclamaient les enfants perdus. Vous voyez. Et du coup, c'était le roman. Voilà. Et bon, il est parti sans petit Labouaké.
Et puis, après, de Bouaké, apparemment, il s'est retrouvé à Korogo, où Il a failli être rôti. il a été rôti. Il a été rôti dans ce fameux tonneau Voilà. organisé par la rébellion de Guillaume Soro contre les partisans de Laurent. C'est pas toi qui le dis, hein, c'est moi qui le dis, contre les partisans de IB. Donc c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. J'assume ce propos à titre personnel. Alors, tu as dit quelque part aussi qu'à un moment donné, ces mêmes rebelles venaient te présenter des excuses après roman. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait exactement pour pouvoir revenir derrière et te poser des excuses? J'en parle dans le texte particulièrement parce que, vous savez, j'ai eu droit à une perquisition un peu violente à la maison parce qu'ils voulaient prendre certains objets qui étaient sous ma garde. Et puis, quelque temps après, il y a un de leurs chefs qui a eu un traumatisme des 2 pieds au cours d'un exercice militaire. Et quand il est arrivé, c'était une dame. Je m'en suis occupé. C'était, on peut dire, au lendemain de cette situation-là, je m'en suis occupé de la manière la plus professionnelle. Et moi, j'ai cette particularité de faire rire tous mes patients. C'est ça. Donc, elle n'a pas échappé à cela. Je l'ai traité comme j'ai traité tous mes autres patients. Et je pense que la dame a apprécié ce trait de caractère chez moi, qu'elle a peut-être classé comme un facteur de professionnalisme chez moi. Et du coup, elle a cherché à sympathiser avec moi. Elle a cherché à sympathiser avec moi. Donc, au bout de son traitement, elle s'est sentie mieux. Elle a respecté tous ses rendez-vous. Et donc, au dernier rendez-vous, c'est là qu'elle s'est ouverte à moi, expliquant tous ses regrets par rapport à ce qui était arrivé. Si elle pouvait le réparer, elle l'aurait fait. Mais bon, ce qui est gâté déjà. Voilà. Mais elle me promettait de me protéger désormais. Et c'était une femme. C'est une femme. Donc, C'était une femme. autre chose très intéressante. Ce livre, il est à lire. Il est à lire, ce livre, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Tu dis que dans la rébellion, on avait des femmes. Oui, il y avait des femmes. À des postes de commandement, À d'ailleurs. des postes de commandement. Donc, il y avait des femmes soldats à des postes de commandement. Oui, oui. T'en as vu combien? Oh, j'en ai vu plusieurs. Parce qu'en dehors d'elle, je me rappelle une autre que j'ai opérée pour un traumatisme abdominal. Ouais. Bon, il y avait plusieurs comme ça. Voilà. Il y avait plusieurs comme ça. En tout cas, j'en ai vu plusieurs. Intéressant. Oui, oui. Je ne peux pas vous dire un nom précis, mais j'en ai vu plusieurs. Donc, docteur, j'ai encore un passage, une phrase de ton texte qui me parle. Tu as dit que lorsque les rebelles prennent la vie de Porphyre donc fait question du goût, il fallait rallier ou périr. Oui. Donc les forces de sécurité qui ne veulent pas rallier, ils sont morts ou ils devaient fuir, et ceux qui rallient ont la vie sauve. Exactement. Donc, moi là, j'ai une petite question ici. Toi, qui es du Nord, est-ce que tu t'étais rallié à leur cause? La question elle est gênante, elle est personnelle, mais je la pose quand même. Non, je n'étais rallié à aucune cause. La seule cause qui me retenait, c'était la santé des populations. C'est tout. D'accord. Voilà. Ma cause, celle que je défendais, c'était la santé des populations. Et pourtant, tu es du Nord. Oui, c'est celle-là qui m'a retenu là. Je n'avais aucun agenda politique, ni pour les rebelles, ni pour le camp qui était attaqué. Voilà. Je voyais que des populations seraient en danger du fait que tout le personnel médical avait fui la zone. Ok. Alors, je l'ai dit tantôt, j'avais une bourse pour aller étudier. J'ai sursis à cette bourse-là parce que je me suis dit, ces populations sont en danger. Il faut au moins que je puisse rester sur place avec le peu de personnel qu'il y a pour faire le maximum pour réduire leur souffrance. Voilà ce qui c'était cela mon agenda. Voilà. C'est un très très beau texte à lire. D'abord, c'est un texte pour moi de référence pour les historiens ivoiriens qui devront un jour réécrire l'histoire de Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara a complètement falsifié. Et quand je dis qu'Alassane Ouattara a falsifié l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis très très poli quand je le dis parce que et ce livre raconte tout le contraire de ce que les organisations internationales, notamment l'ONU, notamment par la voix de son représentant en Côte d'Ivoire, tentent de nous faire croire. Ce livre raconte tout le contraire du narratif qui a été raconté au sujet donc des rebelles. C'est signé Dr Yeo Chifolo, médecin sur les rebelles. C'est absolument génial, c'est plein d'anecdotes. Et j'ai pas envie de raconter tout le livre parce qu'il est tellement riche. C'est pourquoi on va essayer de s'ouvrir ensemble toujours le livre avec Dr Yeo. Donc, docteur, vous n'avez pas épousé la cause des rebelles.
vous êtes resté en zone rebelle. Et pourquoi vous n'avez pas été inquiété par les rebelles? Non, pas que je n'ai pas été inquiété. Vous savez que c'est une zone hors la loi. Quand on est en zone rebelle, c'est une zone hors la loi. Parce que les rebelles, ils refusent les lois de la République. Et ils dictent ses propres lois, qui ne sont pas des lois toujours écrites ou divulguées. Ouais. Et donc la loi même peut s'appliquer à la tête du client, n'est-ce pas? Voilà. Bien sûr, moi, en tant que médecin, j'ai eu des situations gênantes. Vous voyez, les rebelles ont pensé que ils devaient avoir une sorte de préséance quand ils arrivent à l'hôpital. Or, mon serment de médecin ne m'indique pas cela. La déontologie, l'éthique de la médecine, ce n'est pas cela. Quand il y a deux malades, ce n'est pas parce que vous avez fait la queue que je dois vous prendre en premier. C'est l'urgence qui prime. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en tenue militaire voilà, que vous primez sur quelqu'un dont le pronostic vital est tout de suite en jeu. C'est ça. Voici la situation. Ouais. Et donc ça, ce n'est pas aller sans difficulté. Donc je l'ai subi d'une certaine façon. Ouais. Et cela a été vécu un peu comme une forme de rébellion venant de ma part, de défiance. Ouais. Voilà. Donc ça n'a pas été toujours aussi facile. D'accord. Voilà. Mais en même temps, ils savaient que nous rendions un service de qualité. Du coup, ils avaient aussi un intérêt à nous ménager d'une certaine façon. D'accord. Voilà. Et donc, il y avait le bâton. Et la carotte. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais demander ton point de vue sur la rébellion et sur la situation de la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, mais j'avais une dernière question. Il s'est couru aussi une rumeur qu'à un moment donné, il y a eu deux clans dans la rébellion, ça on le sait aussi. C'est le clan de ceux qui étaient pro-Ibrahim Koulibaly et le clan de ceux qui sont pro-Guillaume Soro. Et quand on était dans le train à Paris, tu m'avais dit que tu connaissais quelqu'un qui faisait partie des pro-Ibrahim Koulibaly qui ont été mis dans un tonneau, parce que je rappelle pour la petite anecdote que quand Guillaume Soro prend par un sort de coup de force la tête de la rébellion, tous les pro-Ibrahim Koulibaly dans le nord ont été mis dans des tonneaux et laissés au soleil pour être rôtis. Et ça, c'est quelque chose qui est sourcé, et vous avez connu quelqu'un qui a échappé à ça. Bon, oui, j'ai connu plusieurs personnes qui ont plus ou moins subi cela. J'ai perdu un cousin. Un cousin. Oui. Il était pro-Ibrahim Koulibaly. Oui. D'accord. J'ai eu un autre qui a pu échapper. Mais même celui qu'on appelle Barbu dans le livre, Ouais. c'était un pro-Ibrahim Koulibaly. Ah, le Koné Moussa, il était pro-Ibrahim Koulibaly. Voilà. D'accord. Voilà. Et quel était il s'en sort? Ben, sur son sort, il y a eu deux versions différentes. Mais très certainement, je crois qu'il était dans le conteneur mis au soleil. Parce que après, j'ai eu l'information qu'il était plutôt dans ce conteneur-là qu'on a exposé au soleil. Voilà. Et il y a un autre que tu as connu qui a échappé à ça, qui est aujourd'hui en France, je crois. Non? Oui. Mais on dit pas, on parle pas de lui, mais voilà, on dit pas son nom. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ouais. Voilà. Et ça, c'est fait froid au dos. Ouais. Ben, c'est quelqu'un à qui j'avais parlé, mais qui n'a pas voulu. Qui m'a quasiment fui, quoi. Il faut tempérer un peu, mais il n'a pas voulu l'échange. Et puis bon, heureusement qu'il a pu trouver une porte de sortie. Voilà. C'était une rébellion violente, on peut le dire. Oh! En tout cas, j'ai vu des choses violentes. Atroce. J'ai vu des choses atroces. J'ai vu des choses entre eux-mêmes. Quand il y a eu la scission, ils n'ont pas été cléments. Il n'y a pas eu de raison. Ils ont réglé ça au chalumeau d'une certaine façon. Et puis bon, les quelques gendarmes que j'ai vus bastonnaient souvent jusqu'à l'hôpital. Bastonné par les rebelles. Oui, mais puisque je vous ai dit que certains arrivaient très éméchés, C'est ça. quand on avait eu de la clémence pour eux. Voilà, maintenant, les autres qui ont été exécutés, j'ai eu des histoires comme ça là-dessus. J'ai eu la chance d'entendre des témoins de première main, quoi. C'est ça. Bon, voilà.
Donc voilà, je peux dire que c'était plus ou moins violent. Mhm. Voilà.